Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. Nouveau numéro de Tech Hebdo. Je suis tout seul cette semaine. Jérôme Colombin sera de retour, évidemment, lundi prochain. Alors, au menu de ces 26 minutes d'Actu Tech en ce début de semaine sur la chaîne Tech & Co, eh bien, on va s'intéresser à ce projet de Neuralink qui a du plomb dans l'aile puisque les autorités américaines ne veulent pas qu'il y ait un test sur des humains de cet implant cérébral. On va en parler dans quelques instants. Nous retournerons encore une fois à Barcelone, au Mobile World Congress. On y était la semaine dernière. On a encore des choses à vous raconter et notamment revenir sur cette innovation étonnante d'écran déroulable chez Lenovo. Et puis on s'intéressera aussi à Asus qui présente une autre technologie étonnante, un écran 3D sans lunettes qui arrive sur les PC. Voilà, plein de bonnes choses dans ce Tech Hebdo. Merci de nous suivre et bienvenue. Voilà, et encore une fois, merci d'être là, toujours fidèle à ce rendez-vous du lundi soir, à la fois sur la chaîne Tech & Co, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play pour vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire sur la chaîne Tech & Co. Merci d'être là, et puis tout de suite, on plonge dans l'actu avec Margot Vuillet qui nous rejoint tout de suite. Et oui, direction tout de suite la rédaction de Tech & Co avec Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir François. Et ravi de te retrouver, comme régulièrement dans cette émission, pour commenter avec toi l'actu tech de ces dernières heures, derniers jours. Et on va commencer par donc ce fameux projet Neuralink qui a été pensé par Elon Musk. On se souvient de ces images assez impressionnantes, à la fois de singes, je crois, et de truies, qui avaient testé, en fait, qui étaient un peu des cobayes de cette technologie. Elon Musk l'a dit il y a quelques mois de cela, il souhaitait accélérer pour faire ses premières expérimentations sur les humains dans les mois qui viennent. Visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, en novembre dernier, en fait, il disait dans les 6 mois, ce sera bon, on pourra commencer à tester sur les humains. Sauf que, petit couac pour Elon Musk, en fait, l'autorité américaine en charge de contrôler un peu tout ça dit non. Ça va pas être possible, plus compliqué que prévu parce qu'il n'y a pas un peu tous les contrôles qui doivent être là. Donc la FDA, en fait, met des bâtons dans les roues pour ce projet. C'est la Food and Drug Administration, qui donne l'aval des médicaments, de tous les traitements. Voilà, qui est un peu en charge de tout ça. Peut-être rappeler rapidement. Le gendarme de la santé. Peut-être aussi rappeler rapidement ce qu'est ce projet Neuralink. Donc l'idée, en fait, c'est d'implanter une puce qui serait un peu miracle dans le cerveau pour manipuler notamment, par exemple, par la pensée, certaines... par exemple des bras articulés ou des choses comme ça. Ou des personnes qui sont en situation de handicap et qui pourraient, en théorie, toujours, il faut prendre tout ça avec des pincettes, retrouver l'usage de leurs membres grâce à cette technologie Neuralink qui est très invasive, puisque, rappelons-le, Margot, l'idée c'est d'ouvrir la boîte crânienne et d'insérer une électrode sur le cerveau. Oui, exactement. Et donc, ça a été testé sur des singes, par exemple, qui jouaient aux jeux vidéo par la pensée. Mais donc, les humains, ça va être plus compliqué. Notamment, il y a 3 problèmes qui sont soulignés par la FDA. Un problème de sécurité, puisqu'en fait, les puces sont équipées d'une batterie de lithium. Et donc, il pourrait y avoir des dommages corporels qui pourraient être causés. Deuxième problème, la migration des fils de la puce implantée qui pourrait conduire à une inflammation ou rompre des vaisseaux sanguins. Et enfin, la FDA souhaite savoir si la puce peut être retirée en toute sécurité, ce que Neuralink n'est pour l'instant pas en mesure de prouver de manière assez sécurisée. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que le premier cobaye humain qui va tester cette puce va un peu souffrir. C'est intéressant parce que je me souviens d'Elon Musk qui disait écoutez, s'il faut que je sois dans les premiers aussi pour tester cette puce Neuralink, ça pourrait le faire. Il n'a pas dit le premier, mais en tout cas l'un des premiers. En tout cas, il y croit à son projet. Oui, il y croit fortement. Il revient un peu à chaque fois qu'il fait des apparitions publiques. Il vend son projet. Oui, on va voir maintenant si la FDA lui donne son accord dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais on voit que c'est plutôt compliqué pour l'instant. On va parler maintenant de Meta et notamment de Facebook qui est sommé de préserver les ados du fameux métavers de Mark Zuckerberg, Margot. Oui, parce que pour l'instant, donc le métaverse de Meta est réservé aux plus de 18 ans et Meta veut l'ouvrir aux 13 ans et plus. Sauf que 2 sénateurs démocrates s'y opposent. Ils pointent notamment les manquements de Facebook en matière de protection
des mineurs. Une étude prouve notamment que dans le métaverse, un utilisateur est confronté à un contenu abusif toutes les 7 minutes. Donc voilà, ils émettent de sérieuses réserves. Et puis deuxième problème aussi au niveau du casque, puisque le casque est imposant et lourd. Facebook dit non, c'est bien adapté même pour les adolescents, mais voilà, ça peut poser notamment des problèmes de nausées, de tension oculaire. Donc les sénateurs émettent de sérieuses réserves. Quelques bémols. Il faut dire que pour Mark Zuckerberg, c'est important aussi de séduire les jeunes adultes, parce que c'est vrai que son métavers, pour l'instant, a du mal à décoller. Oui, c'est un peu un succès très limité. Donc pour lui, ça va en fait lui servir pour aller chercher un autre public qui est peut-être plus friand de ce genre de technologie. Il voudrait passer notamment cette année de 200 000 à 500 000 joueurs actifs mensuels, d'ici juin 2023, et jusqu'à 1 million à la fin de l'année. Donc, sacré pari pour lui, voir s'il arrive à ouvrir aux adolescents, si ça peut jouer en sa faveur. La vie est compliquée pour Elon Musk, mais aussi pour Mark Zuckerberg, visiblement. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, dans cet environnement virtuel du métavers, on peut trouver des choses qui ne sont pas forcément toujours très, très louables. Le harcèlement, bien évidemment, le racisme, la pornographie, enfin, etc. etc. Et c'est vrai que quand on a 13 ans, être confronté à donc tout ça, il faut qu'il donne certains garde-fous avant. Bien sûr. Dans l'actualité aussi, c'est un sujet qui rejoint un petit peu le projet de Neuralink, puisqu'on parle de l'humain augmenté. L'humain augmenté, justement, est à portée de main selon certains chercheurs, Margot. Oui, notamment des chercheurs britanniques. Une technologie, en fait, qui défie un peu les lois de la nature. On passerait de 10 à 11 doigts, donc qui serait en fait implanté à ce niveau-là. Ah oui. Une sorte de 3e pouce. Donc pas seulement pour des personnes ayant été amputées, mais aussi pour des personnes lambda. Voilà, on le voit notamment en illustration juste derrière moi, pour permettre de réduire la pénibilité au travail si on a un travail manuel, d'aider aux tâches quotidiennes, par exemple pour les serveurs, porter plus facilement des assiettes, pour débarrasser des tables. C'est un designer de l'université de Cambridge qui s'appelle Danny Cloud qui a imaginé ce système. Donc en fait, il est imprimé en 3D et il peut s'adapter à n'importe quelle main en fait. Donc, et comment ça marche en fait? Alors comment ça marche? Donc le pouce, donc, le 6e doigt. Le 6e doigt, exactement. Il est relié à une sorte de bracelet qui contient une petite batterie et il y a un espèce de contrôleur connecté, si on peut dire ça comme ça, qui lui-même, c'est assez marrant, est relié à des capteurs de pression qui sont placés sous le pied. Et c'est à partir de là qu'on contrôle ce doigt. Donc c'est pas par la pensée, on est d'accord. Non, exactement. Mais il y a eu des premières vidéos qui montrent, c'est assez impressionnant. Et on pense notamment à la première Française qui a été équipée d'un bras bionique l'année dernière. Donc ça rejoint un petit peu cette technologie, notamment pour cette partie du corps. Priscille Déborah, qui avait été amputée du bras droit, qui elle par contre pouvait commander ce bras bionique par la pensée. Incroyable. Voilà, donc c'était des nerfs qui avaient été sectionnés durant son amputation, qui ont été reconnectés à des muscles, qui pouvaient. C'était une technologie américaine, la première française, qui a pu bénéficier de. On le voit là, elle arrive à plier ses doigts, à bouger son bras. C'est quand même assez impressionnant. Donc c'est par la pensée, la lier, ouvrir la main. Et... Voilà. Donc on se rapprocherait petit à petit de cet humain augmenté en quelque sorte, grâce à toute cette technologie. Margot, pour terminer dans l'actu, si vous êtes fan de manga, peut-être, allez, dans les semaines ou dans les jours qui viennent, peut-être lirez-vous le premier manga fabriqué par l'intelligence artificielle. Oui, c'est qui sortira jeudi d'ailleurs, le premier manga japonais entièrement fait à partir d'intelligence artificielle. Donc pour les plus curieux, le nom du manga c'est Cyberpunk Peach John. Et donc l'auteur qui utilise un pseudo a dit « Je n'ai absolument aucun talent en dessin, ça a été fait entièrement par l'intelligence artificielle Midjourney qui est connue pour faire des illustrations. Il a simplement tapé des mots-clés, cheveux roses, garçon asiatique, blouson, et puis des milliers d'images sont sorties. Il a réuni tout ça pour sortir ce manga, une centaine de pages en 6 semaines, ce qui prendrait habituellement 1 an pour un auteur lambda. Et puis ça pose aussi évidemment la question des droits d'auteur, qui est une question un peu plus large avec tous ces logiciels d'illustration par intelligence artificielle. Ouais, alors on sait comment a été comment ont été créées les images, mais après il faut voir si l'histoire tient la route,
puisque visiblement, elle aurait été aussi créée par ChatGPT, c'est ça? Ou est-ce que c'est lui-même qui a créé l'histoire? Alors, ce sont les images qui ont été créées par intelligence artificielle. D'accord, mais l'histoire en elle-même? L'histoire en elle-même, il me semble, à vérifier, mais il me semble, ou par le jeu, à vérifier. D'accord. À suivre ça aussi, c'est intéressant. Hein. On voit la qualité des images qui est quand même assez bluffante. Oui. Merci beaucoup Margot pour l'actualité de cette semaine. Margot Vuillet de la rédaction de Tech & Co, puisque Tech & Co, c'est, vous le savez, bien chaque soir une émission que j'ai le plaisir d'animer sur BFM Business qui s'appelle Tech & Co, à la radio, à la télé, 20h, 22h. La chaîne Tech & Co, vous êtes en train de regarder peut-être sur les box opérateurs et sur YouTube, mais aussi une rédaction d'une dizaine de journalistes qui vous tiennent informés de toute l'actu tech. Merci Margot. Et tout de suite, on va plonger dans l'actu technologique avec les dernières innovations et notamment une qui nous a tapé dans l'œil et qu'on a vu au Mobile World Congress de Barcelone la semaine dernière. Allez, deux constructeurs de PC coup sur coup qui nous rejoignent sur le plateau de Tech & Co. Tout à l'heure, ce sera Asus. Mais dans l'immédiat, place à Lenovo avec mon invité Eric Lallier. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Lenovo France. Oui. Lenovo qui, on le sait, est leader dans le monde du PC depuis pas mal d'années. Vous faites beaucoup d'innovations, à la fois avec des petits écrans, des grands, dépliables. Et donc, la nouveauté qu'on voulait aborder avec vous durant ce Tech Hebdo, c'est ce que vous avez présenté à l'occasion du Mobile World Congress. Sur votre stand, il y avait deux appareils qui faisaient sensation. Eric, c'était des appareils avec des écrans non pas pliables, mais alors, je ne sais pas comment on dit, enroulables, déroulables. Il va falloir trouver un nouveau vocabulaire pour tout ça aussi. Hein. Effectivement. Alors, on est très content d'avoir fait le buzz la semaine dernière au Mobile World Congress avec ces deux produits qui sont aujourd'hui des proof of concept, si on peut les appeler comme ça, ou en tout cas, ce sont des concepts produits avec un écran. On ne sait pas encore s'il est enroulable ou déroulable. En tout cas, on a bien compris ce qu'il devait faire. Et sur un téléphone comme celui-ci, alors celui-ci, c'est l'ancienne génération avec un écran pliable, mais on l'a vu, on le voit sur les vidéos, en fonction de l'application que l'on regarde, de ce que l'on veut réaliser, si c'est un email ou pas, eh bien, le téléphone s'agrandit. Comme par magie. Comme par magie, voilà. Exactement. Et on bénéficie d'un format aussi petit que celui-ci, quand on veut le transporter, et d'un format beaucoup plus important quand on veut l'utiliser en fonction de son usage. Ouais, c'est grâce à la technologie OLED qu'on arrive à tout ça. On arrive à faire des écrans fins comme du papier, quasi, ou en tout cas du papier de plastique, en quelque sorte. Et qui s'enroule. Et qui s'enroule, en fait. C'est-à-dire que là, derrière, il y a une espèce de charnière qui monte et qui déroule, en fait, un réservoir d'écran plié, en quelque sorte. Ou enroulé, plus précisément. Et quand il est enroulé sur un smartphone comme celui-ci, eh bien, en fait, la deuxième partie, on la voit derrière le smartphone pour montrer des notifications ou des messages. Alors, pour l'instant, proof of concept. Exactement. Vous testez, vous voyez comment ça se passe. C'est un peu comme le concept car, finalement, des constructeurs automobiles. Ouais. Vous voyez ce que ça donne, et puis pourquoi pas un jour dans le commerce. Exactement. En tout cas, quand on voit la réaction et l'attraction ou l'attractivité qu'a pu avoir ce type de produit avec le notebook qui était à côté. Oui, alors justement, deuxième produit dans ce type de choses, là, grand écran, de la même manière, qui s'enroule et qui se déroule. Voilà, exactement. Donc, si on veut, j'en sais rien, ça peut être regarder une vidéo, ça peut être faire un mail, ou regarder un texte, ou lire quelque chose de différent, et bien automatiquement, l'écran va s'allonger pour plus de confort. Et puis, tout en conservant aussi l'aspect mobilité, parce que lorsqu'il est enroulé, et là on dit enroulé en fait, donc déroulé finalement, et bien en fait on retrouve un produit ultra portable et on garde le bénéfice d'avoir un produit extrêmement petit avec un écran qui peut être extrêmement grand. Alors rappelons que vous êtes un peu dans le meilleur des deux mondes, parce que d'un côté Lenovo avec tout le secteur du PC, et puis de l'autre côté Motorola, puisque Lenovo a racheté Motorola il y a quelques années. Le constructeur 2014, voilà, en 2014, le constructeur de téléphone d'origine américaine. Et donc, voilà, le petit appareil serait un Motorola, en tout cas sous la marque Motorola. Oui. Et le grand, qui ressemble à un PC, lui, serait sous la marque Lenovo, c'est ça. Exactement. Et c'est la marque que l'on utilise pour l'ensemble des gammes de smartphones chez Lenovo, même si un des derniers Motorola s'appelle le ThinkPhone, pour rappeler le ThinkPad, tout à fait. Évidemment, mais pour converger dans le monde B2B en fait pour un smartphone. Voilà, autre marque que vous aviez rachetée. Alors là, bien avant. Presque 20 ans maintenant, en 2004. En fait, des PC qui sont, on va dire, un peu plus costauds, faits pour des usages professionnels assez intensifs, on va dire. Monde B2B, robustesse,
à toute épreuve. Juste une petite question, parce qu'on voit que durant ce Mobile World Congress, eh bien, des constructeurs comme vous accélèrent sur le pliant. Vous êtes sur l'enroulable et vous êtes l'un des premiers. On a l'impression qu'on est à l'aube d'une nouvelle technologie, d'un nouveau form factor des appareils électroniques. Vous pensez qu'on... Voilà, petit à petit, les choses évoluent vers ce type d'écran. Les choses évoluent et puis on apprend au fur et à mesure. Et pour nous, pour un constructeur comme Lenovo, il est extrêmement important de tester ou en tout cas de mettre à disposition ou d'inventer des form factors différents pour des usages différents et de s'adapter aux différents besoins du marché et pour demain définir les meilleurs form factors en fonction des différents besoins qui peuvent exister chez les utilisateurs. C'est pour ça qu'on a des petits téléphones ou PC avec écran pliable, des PC double écran qu'on a introduits il y a 2 mois ou un peu plus de 2 mois au CIS. Et on en parle tout de suite alors, si vous voulez bien, parce que bien sûr. Au-delà de tous ces proof of concept que vous avez présentés au Mobile World Congress, le CES de Las Vegas, c'était un petit peu plus tôt dans l'année, en janvier. Là, vous avez présenté 2 produits que vous avez apportés sur le plateau, qui, eux, vont sortir. Hein. C'est une question de semaine maintenant. C'est une question de semaine, et qui sont aussi innovants, on va dire, de par la technologie qu'ils embarquent. Exactement, et celui-ci, oui, je peux même l'attraper comme ça. Alors, je ne suis pas un grand démonstrateur, mais on voit tout de suite qu'il y a un grand écran, et quand il est plié, c'est un format genre livre ou A5 que l'on met dans son cartable pour s'en aller et travailler à distance. Et quand on revient, on a l'ensemble du clavier, évidemment, pour plus de confort. Avec, encore une fois, un écran pliant, qui arrive même sur des ordis de plus grande taille. Alors, vous n'êtes pas les premiers à faire ça. Hein. Oui, il y a d'autres constructeurs de PC voilà, et puis on avait introduit la première génération aussi il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'est la 2e génération. Et puis, il y a effectivement d'autres constructeurs qui proposent ce type de produit aujourd'hui, comme sur les smartphones, évidemment. Donc ça va sortir ? Alors, celui-ci sort et est quasiment disponible. Là, c'est une question de semaine maintenant. C'est la 2e génération, en fait. Évidemment, il y a un surcoût sur la technologie, j'imagine. C'est pas donné, ce type de produit. C'est un produit, oui, évidemment, c'est pas donné. Ça fait partie Parce que là, toute la technologie est là-dedans, en fait. Tout est dedans. Il y a un ordi là-dedans, entièrement. C'est un ordi. C'est pas qu'un écran, en fait. Non, c'est pas qu'un écran, voilà, c'est un ordi. Donc, et là, c'est un accessoire, en quelque sorte. Et ça, c'est juste un accessoire, un chevalet pour le poser, et puis un clavier pour plus de confort si on reste très longtemps sur le produit. Et c'est une gamme de prix aujourd'hui, on est dans le monde du premium, à 2500, 3000 euros. Ouais. D'accord. Et donc, on imagine que les usages, on peut très bien l'avoir, on va dire, à moitié ouvert, comme un PC normal pour bosser. Et puis, si après, on a envie de se regarder un film ou peut-être une présentation avec un grand écran, là, il suffit de déplier totalement, enfin, en tout cas, de déplier totalement. L'écran se coupe en 2. On peut même mettre le clavier ici. Et on a un double écran, en fait, qui est géré par Windows. Pas mal. Ouais. Ça, c'est alors la première nouveauté que vous présentez. La deuxième, ça, c'est étonnant, c'est un double écran. Alors celui-ci, c'est un double écran. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers, ou en tout cas avec la mise en place du télétravail tel qu'on le connaît aujourd'hui, on s'est habitué maintenant à travailler avec plusieurs écrans. Et quand on se promène ou quand on se déplace sur son lieu de travail ou X ou Y, on n'a pas le double écran. Et là, avec ce concept-là, en fait, on a toujours le double écran avec soi, parce que c'est un notebook et à la place du clavier, on a mis un 2e écran. D'accord. Ce qui permet d'avoir le confort du double écran. Et quand on revient chez soi, il y a un chevalet de la même manière et un clavier pour plus de confort. Mais quand on est à distance, on a aussi son double écran, horizontal, vertical. Très bien, pour ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs environnements de travail. Exactement. Aujourd'hui, la visio fait partie de notre quotidien. Absolument. On peut avoir un écran visio, un deuxième pour bosser, etc. J'imagine aussi que ça nécessite des adaptations logicielles fortes, parce qu'un 2e écran comme ça, il faut que Windows arrive à le gérer, non ? Oui, alors c'est une collaboration qu'on a évidemment depuis des années et qui est extrêmement développée avec Microsoft. Et c'est un OS Microsoft qu'on a sur ce type de produit. Voilà, c'est Windows 11, j'imagine. Absolument. Eh bien, merci Eric pour toutes ces nouveautés. Voilà, ça ne chôme pas chez Lenovo. Merci pour beaucoup. Cette année 2023, en espérant qu'un jour ou l'autre, on puisse avoir ou des smartphones ou des PC aux écrans enroulables ou déroulables. C'est à vous de nous dire comment on pourrait appeler ce type de produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Lallier. Rappelons que vous êtes le président de Lenovo France, autre constructeur de PC qui innove et qui est sur notre plateau dans un instant. On va parler de PC à écran 3D sans lunettes. C'est assez étonnant, on découvre ça dans 1 minute.
Voilà, autre constructeur de PC qu'on accueille avec plaisir maintenant sur le plateau de Tech Hebdo, eh bien c'est Asus avec son directeur marketing France qui est là, Jonathan Angel. Bonsoir Jonathan, merci d'être avec nous. Bonsoir François. Asus, donc, on parlait du MWC et du CES de Las Vegas il y a quelques minutes de cela avec Lenovo. Eh bien, Asus a profité aussi de ce CES pour présenter un PC tout bonnement bluffant, étonnant. Il faut le voir pour le croire. Aujourd'hui, on arrive avec un PC du style que j'ai entre les mains à avoir des images qui sortent de l'écran grâce à la 3D. Jonathan, c'est ce que vous avez présenté au CES de Las Vegas. Tout à fait. Et je crois que les mots, François, ont été dit, c'est bluffant. Et quand on voit ces technologies, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un ordinateur portable, somme toute classique, sauf que déjà à l'intérieur, on a des composants particulièrement performants, ce qui se fait de mieux pour pouvoir à la fois adresser tous les besoins créatifs qu'on peut imaginer avec un ordinateur 3D, mais on a surtout un écran incroyable, OLED, puisqu'aujourd'hui c'est quand même notre marque de fabrique chez Asus, et 3D sans lunettes. D'accord. C'est ça qui est fou, c'est que la 3D avec lunettes, on a connu ça il y a quelques années, ça a été un flop, hein, on peut le dire. Il n'y a pas eu de vraie révolution dans le monde de la télévision, enfin voilà, il n'y a pas eu de contenu qui suive, etc. Là, vous avez mis au point une technologie que vous allez nous présenter. Comment on arrive à avoir de la 3D, des images qui sortent tout bonnement de l'écran, sans lunettes, Jonathan? Alors il faut un système particulier qui est auto-stéréoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en fait au niveau de la caméra 2 capteurs qui vont traquer nos yeux. Chaque capteur va traquer l'œil droit et l'autre capteur va traquer l'œil gauche et va rendre à l'image finalement un rendu qui va être donc stéréoscopique pour faire aligner les deux images qui vont nous envoyer à l'œil droit et à l'œil gauche pour avoir cet effet 3D. Et les capteurs vont suivre nos yeux. C'est-à-dire que quand on va bouger et suivre l'image, les capteurs vont continuer de nous envoyer les images appropriées pour qu'on ait cet effet 3D. Voilà, et envoyer l'image toujours dans le bon axe. Au bon œil, pour avoir ce rendu 3D sur l'écran. Et donc comment est-ce qu'on arrive à avoir cette technologie après en rendu? C'est qu'on va avoir notre écran OLED, et par-dessus cet écran OLED, on va mettre un écran 3D qui, lui, va faire cet effet finalement d'adaptation de l'image pour rendre, selon l'œil droit ou l'œil gauche, une image différente pour cet effet 3D. Donc énormément de technologie. Tout à fait. On n'est plus dans la 3D sans lunettes qu'on avait vu il y a quelques années de cela, qui était fatigante. Il fallait rester bien droit. Dès qu'on bougeait un petit peu, ça devenait flou. Enfin bon, voilà, il fallait toujours 2 Doliprane avant de faire la démo de ce type de produit. Tout ça, c'est fini. La technologie arrive à rendre cette innovation fluide, en quelque sorte. Et c'est le mot, c'est la fluidité, parce qu'on a enlevé la barrière qui était la lunette. On se disait, bon là, je vais regarder un contenu 3D, il faut que je mette ma lunette, il faut que je la synchronise. Là, aujourd'hui, on va se positionner devant son ordinateur qui est 2D. On va lancer un contenu 3D, l'ordinateur va comprendre qu'on va passer en 3D, il va activer le détecteur de caméra, et tout seul, il va se synchroniser avec nos yeux pour nous rendre l'image en 3D. Et ça, c'est vraiment bluffant, parce que même si on bouge, même si on regarde ailleurs, il va se resynchroniser sur nos yeux. Donc on a vraiment une expérience complètement fluide. Vous êtes les premiers à faire ce type de PC? En écran OLED, oui. Il y avait des constructeurs qui avaient tenté effectivement de travailler sur l'eye tracking, donc qui ont proposé ce type d'expérience. C'est Acer, je crois. Acer l'avait fait. Concurrent taïwanais. Tout à fait. Et on est les premiers à le proposer sur des écrans de qualité OLED pour avoir une immersion encore plus aboutie. Voilà, on a une qualité d'image qui est encore plus bluffante grâce à l'OLED et notamment le contraste. Bon, alors, effectivement, c'est bluffant. La question qu'on se pose, Jonathan, c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un vrai usage et une vraie valeur ajoutée à avoir de la 3D sur un écran de PC? Ouais. L'usage premier qu'on a, c'est effectivement pour les créatifs. C'est pas pour rien que c'est sous notre gamme StudioBook qui s'adresse aux créateurs, aux designers, aux architectes qui vont travailler des solutions de plus en plus abouties et de plus en plus en 3D. Donc c'est des personnes qui vont avoir besoin de conceptualiser en 3D certaines choses. Alors que c'est bien de l'avoir sur son ordinateur, mais c'est bien de pouvoir avoir un rendu 3D. Et l'écran va le permettre. On a un stylet, par exemple, qui va nous permettre aussi de pouvoir venir jouer sans toucher l'écran à la modélisation, la faire tourner, rajouter un élément. Donc sans toucher son écran, on va pouvoir venir retoucher sa conceptualisation 3D en face de soi. Donc c'est vraiment pour un domaine applicatif assez particulier. Aujourd'hui, donc les créatifs qui vont travailler sur la 3D. Infographistes. Tout à fait. Architectes, vous le disiez. Qui vont travailler là aussi en modélisant beaucoup de choses en 3D. Ouais. Donc ça reste un marché pour l'instant de niche, puisque c'est des gens qui ont des besoins très précis.
mais on peut imaginer demain, avec certains applicatifs en réalité augmentée, qui peut-être demain va aller chercher des éléments de plus en plus en 3D ou en réalité simulée. Donc on est aussi dans la préemption d'usage de demain et on montre finalement qu'est-ce que sont les écrans de demain sur ordinateur. Alors, moi, je pense tout de suite au gaming. Ouais. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un écran 3D sur un jeu? Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que ça marchera un jour? C'est étonnant parce que c'est une des démonstrations que nous proposons. J'ai parlé des créatifs parce que c'est le plus naturel et l'usage précis qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais on peut imaginer avoir des jeux, et on en a des jeux dans le catalogue, qui vont avoir ce rendu en 3D. Donc on va avoir les personnages, le véhicule ou peu importe le décor qui va venir en 3D autour de nous. Donc là, ça va demander aussi un petit peu de travail des équipes de développement qui doivent concevoir des jeux en 3D. Donc, mais il en existe déjà. Voilà, donc on peut imaginer un gros jeu. Il faudra qu'il y ait un patch qui sorte, qui rende ce jeu en fait compatible avec votre technologie. Tout à fait. C'est ça. Et ça, ouais, aujourd'hui, il y a déjà des jeux qui sont compatibles, sur lesquels on peut faire des démonstrations. Et on peut également, si on le souhaite, regarder un film en 3D. N'importe quel film qui existe en 3D peut être regardé aussi. sur l'ordinateur. Donc Avatar aujourd'hui, 2, quand il sortira en 3D... vous le mettez sur votre Studio Book et vous pouvez le regarder en 3D, sans lunettes, à la maison. Est-ce que ça fatigue? Il y a une fatigue visuelle au bout d'un moment ou pas? Alors, de l'ensemble des tests que nous avons pu faire, nous, la fatigue visuelle, elle est bien moins marquée que celle avec les lunettes 3D. Après, pour les personnes qui avaient peut-être une sensibilité marquée sur la 3D, je pense qu'ils retrouveront cette sensibilité-là, puisque ça reste un effet 3D où on joue finalement sur l'axe des images sur nos yeux. C'est un peu comme la VR qui peut être... Donc les personnes qui auront déjà cette sensibilité sur la 3D la retrouveront, peut-être avec une importance moins élevée, mais elle sera présente tout de même. Et puis rappelons que c'est aussi un bon PC 2D. Donc si on en a marre, on peut couper la 3D et passer en 2D. C'est l'avantage, c'est que le switch se fait automatiquement par les applicatifs ou alors par un petit bouton pour passer de 2D à 3D. Ça sort quand? Ça va sortir avant la fin d'année, à la rentrée des classes, juste avant Noël, entre cette période-là. Avec un prix, j'imagine. Alors les prix ne sont pas encore définis, mais on sera effectivement avant tout sur un PC de très bonne facture pour les créatifs. Donc on est sur des machines plutôt haut de gamme. On va dépasser les 3 000 € sur ce type de machine. C'est le ProArt Studio Book 3D. Merci beaucoup Jonathan d'être passé par le plateau de Tech Hebdo pour nous présenter cette nouveauté donc, qui arrive dans quelques mois. Jonathan Angèle, donc directeur marketing Asus Europe de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci François. Ce Tech Hebdo est terminé. Voilà, merci de nous suivre comme chaque semaine. Merci de nous regarder sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur YouTube. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'appli RMC BFM Play qui vous permet de retrouver tous les replays de notre groupe et notamment les programmes de la chaîne Tech & Co. À très vite et merci de nous suivre.